Si vous nous avez rejoints cet après-midi, nous vous souhaitons la bienvenue à l'édition 2022 du Colloque Défense de l'Association du Master 2 Sécurité internationale et Défense, intitulé Guerre sans contact, guerre sans victoire. Nous allons sans plus tarder ouvrir la deuxième table ronde sur le rôle du combattant dans une guerre sans contact. Je passe la parole au modérateur de la table, M. Simon Jacotto. Merci Alix. Du coup, nous allons pouvoir commencer donc, pour notre deuxième table ronde. Quel rôle donner aux combattants dans une guerre sans contact? Donc tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction de la table ronde. Donc tout d'abord, l'éloignement du militaire du théâtre d'opération conduit à la modification du modèle de soldat vers une apparence qui sont plus technique que guerrière. Les rôles des combattants ne cessent de s'adapter et d'évoluer, notamment dans l'aviation et le pilotage de drones. Aujourd'hui, un pilote de drone américain peut accomplir une mission sur un autre continent et pouvoir rentrer chez lui le soir. D'où un risque de distanciation, phénomène qui tend à éloigner le soldat de la perception des conséquences de ses actes. L'ethnologue Marc Auger écrivait ainsi en 2001 « Il suffit de faire grandir la distance pour que les pires horreurs s'effacent. Cette distance historique s'apparente un peu à l'innocence de celui qui lâche une bombe à 10 000 mètres d'altitude. » De plus, le développement de la robotisation pousse à se demander jusqu'où peut aller l'effacement de l'humain du champ de bataille. Néanmoins, à l'heure d'un possible retour du conflit de haute intensité, le soldat 2.0 pourrait-il être remis en question pour renouer davantage avec le principe de masse? Car, comme l'écrivait Napoléon Bonaparte, le dieu de la guerre est toujours du côté des gros bataillons. En outre, le désengagement des armées occidentales pose aussi la question de la guerre par proxy, l'utilisation sur le terrain de troupes locales ou bien de sociétés militaires privées, de mercenaires. Ainsi, en l'absence de soldats sur le terrain, quelle place pour l'éthique? N'y a-t-il pas un risque de perte de contrôle au détriment de l'efficacité opérationnelle et de la performance stratégique? Comment analyser le plan supériorité opérationnelle 2030 qui est venu remplacer le plan haut contact en 2020? Comment redéfinir la place du soldat au XXIe siècle? Donc tout d'abord, je vais demander à nos deux intervenants en distanciel s'ils m'entendent bien. Bien. Ok, parfait, merci. Du coup, je vais commencer par vous présenter nos différents intervenants dans l'ordre de leur présentation. Donc tout d'abord, Laure de Rochegonde, donc chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, doctorante en sciences politiques au Centre de recherche internationale, le CERI, une unité mixte de recherche commune à Sciences Po et au CNRS. Ensuite, Madame Bénédicte Chéron, historienne, chercheuse partenaire au CIRIS, à l'Université de la Sorbonne, enseignante à l'Institut catholique de Paris et qui a notamment publié en 2018 « Le soldat méconnu, les Français et leurs armées, état des lieux ». Ensuite, M. Walter Bruyère-Hostels, professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Aix, directeur de la recherche au service historique de la Défense et qui a notamment publié en 2011 une histoire des mercenaires de 1789 à nos jours. Et enfin, le général Jean-Marc Laurent, responsable exécutif de la chaire Défense et aérospatiale et enseignant en stratégie et politique de défense à Sciences Po Bordeaux et dirigeant fondateur de l'entreprise Aéris, Aérospace et Défense. Donc tout d'abord, merci à l'ensemble de nos intervenants pour leur participation. Et du coup, nous allons pouvoir commencer avec Madame de Rochegonde. Merci beaucoup de votre invitation et pour l'organisation de ce colloque. Alors, je vais simplement essayer de faire défiler. Normalement, ça devrait marcher. Oui, parfait. D'accord. Donc, en fait, je vais vous parler aujourd'hui de la tension entre ce qu'on évoque parfois comme une déshumanisation de la guerre et voilà, essayer de créer une dialectique avec ce qu'on pourrait aussi décrire comme une humanisation de la technologie. Et je pense que c'est un sujet très intéressant, surtout si on y réfléchit à travers le cas spécifique des systèmes d'armes autonomes, voilà, qui sont des technologies émergentes sur lesquelles je vais revenir. Donc, ah mince, oui. Non. Pardon. Petit aléa du direct, voilà. Donc, pour commencer, je voulais vous montrer cette citation qui est en fait une phrase qui a été prononcée par le directeur de la Russian Foundation for Advanced Projects, qui est en fait l'équivalent de la DARPA russe, donc l'agence pour l'innovation de rupture des armées, et qui a été prononcée en avril 2020. Et donc, il dit dans cette citation que les combattants russes donc, vont être progressivement remplacés par leurs frères robotiques qui peuvent agir de manière plus rapide, précise et sélective que les humains.
Donc, je pense que c'est une citation très intéressante pour voir à quel point ces systèmes émergents suscitent des espoirs et font l'objet d'un investissement considérable. D'ailleurs, la Russie a annoncé vouloir robotiser un tiers de ses systèmes d'armes d'ici à 2025. Donc c'est quand même considérable. Et il y a eu d'autres annonces du même acabit, par exemple de la part du Royaume-Uni ou d'autres. Si on réfléchit... Si on essaye de définir ce que sont donc ces systèmes d'armes autonomes, il y a une définition qui a été proposée par le département de la Défense américain en 2012 et qui en fait établit qu'un système d'armes létales autonome est un système d'armes qui, une fois activé, peut identifier et engager une cible sans autre intervention d'un opérateur humain. Alors, cette définition fait l'objet de nombreux débats, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même une définition de travail à peu près consensuelle qui a été acceptée et qui est celle-ci, simplement on ajoute dans un environnement imprévisible et changeant. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir déléguer l'emploi de la force létale, en l'occurrence, à un système d'armes doté de techniques d'intelligence artificielle pour agir de manière plus autonome. Ce type de système n'existe pas encore, c'est important de le préciser, mais ils font toutefois l'objet d'investissements militaires très importants. Et on voit quand même se profiler des systèmes qui intègrent de plus en plus d'autonomie, notamment de la part d'États comme les États-Unis, la Chine, la Russie, il y en a d'autres comme la Corée du Sud, le Royaume-Uni, Israël et d'autres. Donc, on peut parler d'une forme de course aux armements autonomes, puisque les investissements sont quand même considérables et que l'intérêt, en tous les cas, tel qu'on peut l'observer dans les discours officiels, est vraiment marqué pour cette nouvelle technologie. Donc, comme le disait le directeur de la Russian Foundation for Advanced Projects dans sa citation, l'idée est que ce type de systèmes sont plus résilients, plus coordonnés, plus rapides, plus précis, éventuellement moins coûteux, même si ça fait l'objet de débats également. Mais toujours est-il que ces systèmes sont si prometteurs qu'on parle parfois de l'intelligence, l'autonomie et ce type de système comme d'une nouvelle révolution des techniques de la guerre, donc au même titre que la poudre et l'arme atomique avant elle. Donc, tout ça nous mène en fait à une interrogation sur l'autonomie, puisque l'autonomie, a priori, c'est quand même le fait de pouvoir agir sans contrôle humain. Et c'est ce qui m'a fait m'interroger sur le risque en fait, de déshumanisation de la guerre, qui sera en fait la première partie de cette présentation. Pardon. Voilà, donc en fait, d'abord, ce qui est intéressant avec le terme déshumanisation, c'est qu'il y a une polysémie. Donc, d'abord, la déshumanisation, ça peut vouloir dire la perte du caractère humain. Et donc là, ça va dans le sens du retrait de l'homme du champ de bataille que vous avez évoqué plutôt en introduction, et qui effectivement s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large, qui est liée à une moindre tolérance aux pertes humaines, qui a donné lieu à l'idéal du zéro mort. C'est aussi lié à la réduction du format des armées et à la multiplication des opérations extérieures qui rendent nécessaire en fait des systèmes capables d'agir avec une moindre supervision humaine. Et c'est ce qui rend, encore une fois, ces systèmes si intéressants. Et d'ailleurs, la Russie, par exemple, qu'on envisage parfois comme étant beaucoup moins concernée par les sujets de pertes humaines que les États-Unis, elle aussi cherche à préserver l'homme de la zone de confrontation immédiate pour éviter des pertes trop importantes. Le deuxième sens... oui, du coup, j'ai oublié de défiler. Bon, c'était voilà. Le deuxième sens du mot déshumanisation, ce serait en fait la crainte de rendre le combat inhumain et qui va avec en fait la perte de sensibilité et d'émotion. Donc cette crainte se retrouve notamment dans les débats qui existent sur la compatibilité des SALA avec le jus in bello, notamment les critères de précaution, de distinction
et de proportionnalité, qui sont en fait aussi les critères du droit de la guerre. Et là, c'est intéressant parce que le droit de la guerre, initialement, avait pour objectif d'humaniser la guerre. Donc là, en fait, on voit encore cette tension entre humanisation et déshumanisation. Donc, à côté de cette crainte au sujet de la compatibilité avec le jus in bello, il y a également la crainte d'une perte de contrôle humain liée à des systèmes qui échapperaient à l'entendement humain, liés à l'effet boîte noire qu'on retrouve par exemple pour parler des techniques d'intelligence artificielle, sur lesquelles je pourrais revenir dans les questions éventuellement. Et il y a aussi la crainte d'un abaissement du seuil d'entrée en conflit lié à la facilité plus tangible en fait, d'engager, de recourir à la force quand il s'agit de systèmes qui ne sont pas habités, enfin, ça c'est le terme en anglais, mais voilà, dans lesquels il n'y a pas de vie humaine impliquée. Et en fait, la dernière crainte qui est liée à cette idée de guerre inhumaine, c'est l'impossibilité de désobéir et le manque d'inhibition à tuer. Parce que, par exemple, Dave Grossman a parlé d'une inhibition naturelle à tuer qui serait proprement humaine. Et un système n'est évidemment pas pourvu de ce type d'inhibition. Dès lors qu'il est programmé pour agir de telle ou telle manière, il ne se pose pas la question de ses inhibitions propres, mais effectue simplement ce pourquoi il a été programmé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, cette absence d'émotion, elle est à double tranchant. C'est-à-dire que les machines qu'on imagine pour le futur seraient dépourvues à la fois de cette inhibition à tuer, des émotions en fait, qui peuvent empêcher les crimes, dès lors qu'un ordre un ordre contradictoire au droit de la guerre, par exemple, est donné, mais les machines sont aussi dépourvues des émotions qui peuvent causer les crimes. Et donc là, c'est un petit peu le deuxième volet de cette présentation qui traite en fait de l'humanisation de la technologie ou par la technologie, parce que là encore, le mot humanisation est polysémique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question si finalement l'émergence d'un moyen de combat déshumanisé comme le système d'armes létales autonomes est susceptible de rendre paradoxalement la guerre moins inhumaine. Et ça, c'est en fait un débat qui a été extrêmement important, notamment sur les drones, puisqu'il y avait l'idée que la technologie était susceptible de rendre la guerre moins brutale. On parlait de frappe de précision, et notamment parce que, en fait, l'utilisation de la technologie est intéressante pour des raisons à la fois sécuritaires, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, elles permettent de préserver la vie humaine, mais également humanitaires, c'est-à-dire qu'elles sont susceptibles de mieux respecter le droit de la guerre que les humains. D'autant que les humains ne sont pas toujours respectueux du droit de la guerre, loin s'en faut, et donc finalement, un roboticien comme Ronald Harkin a établi un test pour essayer de déterminer les moments où il est souhaitable d'utiliser la technologie. Et ce qu'il dit en substance, c'est qu'il est souhaitable d'utiliser la technologie dès lors que celle-ci commet autant ou moins d'erreurs que les humains. Donc c'est un critère assez intéressant. Et donc l'idée de cette violence qui est moins émotionnelle et qui donc n'est pas suscitée par le stress, la vengeance, la fatigue, la peur, ou voilà, toutes les émotions qui sont susceptibles de faire commettre des erreurs à un combattant, va dans le sens d'une humanisation de la guerre par la technologie. Et le dernier argument, c'est que ces systèmes émergents, voilà, d'avenir seraient dotés forcément de beaucoup de capteurs pour fonctionner, parce qu'il faut évidemment beaucoup de capteurs pour faire fonctionner ce type de système, et ces capteurs pourraient agir comme des moyens de surveillance, en fait, puisque toutes les actions des forces seraient enregistrées, et donc ce serait très facile d'exercer un contrôle, pour le coup, sur la manière dont la force est utilisée. Donc voilà, finalement, je voulais finir cette présentation par cette citation du colonel Lee Futterman, qui dit donc que men should decide to kill other men, not machines. This is a moral imperative that we ignore at great peril to our humanity.
Donc je pense que ça résume bien cette question. Et finalement, à mon avis, la meilleure manière de réfléchir à cette controverse est de réfléchir en termes de meilleur emploi des capacités humaines et de réfléchir à quel endroit un principe de subsidiarité pourrait s'exercer, en fait, c'est-à-dire faire à la machine les choses pour lesquelles elle est meilleure et les choses pour lesquelles elle permet de protéger les humains, mais laisser quand même un certain nombre de prérogatives aux humains, notamment pour ce qui concerne la créativité, la stratégie au niveau plus politique, etc. Et voilà. Et donc, finalement, et ce sera mes dernières remarques, je voulais clore cette présentation en citant le juriste Alain Supiot qui disait que le droit est une technique qui permet d'humaniser la technique. Je pense que dans le cadre de cette réflexion, c'est très important d'essayer d'humaniser la technique. Et pour ça, la régulation est extrêmement importante. Et c'est pour ça que j'ai mis une image de la Convention sur certaines armes classiques qui réfléchit à la manière de réguler ce type de système. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame de Rochegonde, pour cette présentation qui permet de donner un peu de nuance dans ce débat qui est vrai assez polémique. Du coup, nous allons pouvoir passer à notre deuxième intervenante, Madame Bénédicte Chéron. Si c'est bon pour vous, Madame. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation et de cette occasion de réfléchir à la représentation, au récit, à la manière de raconter cette guerre sans contact et cette guerre à distance. Alors, je vais commencer par faire l'historienne pénible, mais évidemment, la question n'est pas absolument nouvelle. Cette question de la représentation de la guerre à distance et de la guerre, enfin, voilà, à partir du moment où l'homme utilise une arme qui le place à distance de son adversaire, on entre dans un espace-temps de la guerre dont les limites commencent à se diluer. Donc, certains font remonter ça à l'éruption de l'arbalète sur les champs de bataille. Mais voilà, l'idée est vraiment de montrer qu'il y a une forme de continuité dans cette question, avec, pour tous ceux qui essayent de raconter ou de représenter la guerre, toujours une question qui est de savoir comment il est possible de mettre en scène une action humaine qui se caractérise d'abord, c'est vraiment comme ça qu'on peut caractériser la guerre en termes de récit, par la multiplicité d'actions menées simultanément et en des lieux différents. Et cette question-là, elle se pose déjà pour les peintres, pour les miniaturistes au Moyen-Âge, pour les sculpteurs de bas-relief dans l'Antiquité. Ils doivent mettre en scène d'une manière ou d'une autre une multiplicité d'actions qui se déroulent en des lieux et avec des temporalités différentes. Ce qui se caractérise, ce qui se passe dans le contexte que nous évoquons aujourd'hui, c'est que précisément, cette multiplicité d'actions en des lieux différents et avec des temporalités différentes, eh bien, se déroule dans un espace-temps qui se dilue de plus en plus, dont les limites sont de plus en plus diluées, floues, qu'on arrive de moins en moins à fixer. Et c'est précisément cette dilution de l'espace-temps à l'extrême qui pose un certain nombre de questions en termes de récit et de représentation. Or, on le sait, pour gagner une guerre, il faut la faire comprendre, il faut soi-même savoir se la raconter, c'est-à-dire que les armées, les groupes combattants ont besoin eux-mêmes de ce que le défunt Paul Ricoeur aurait appelé une identité narrative, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se raconter comme groupe menant une action et qui plus est une action violente. Il faut que les opinions publiques comprennent ce qui se produit pour soutenir éventuellement une opération ou au contraire ne pas la soutenir, mais la dimension du récit est une dimension extrêmement importante en termes stratégiques. Alors, je vais procéder en trois temps. D'abord, je vais observer ce qui se produit dans la médiatisation des opérations françaises depuis une dizaine d'années, parce qu'on constate qu'il y a très nettement une augmentation de cette médiatisation des opérations françaises qui se produit à partir de la seconde moitié de l'engagement en Afghanistan, de l'engagement français en Afghanistan, donc en fait entre 2008 et 2012, avec un point de départ qui est l'embuscade d'Uzbin. Et en fait, dans cette augmentation de la médiatisation des opérations françaises, ce qu'on constate, c'est que ce qui est le plus raconté et le plus mis en image, malgré le fait que la guerre soit partiellement menée à distance, malgré le fait qu'on engage la Marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, des moyens immatériels dans des champs immatériels, ce qui demeure raconté et montré le plus, c'est précisément ce qui, dans le combat, fait se rencontrer des combattants avec du contact, avec un contact suffisamment proche
pour qu'au moment où le combat a lieu, eh bien, les deux parties prenantes du combat se trouvent dans une prise de risque à peu près équivalente, si ce n'est égale. Et ça reste très notable. C'est-à-dire que malgré effectivement des moyens qui évoluent très rapidement sur le champ de bataille et dans ces champs de la guerre, et dans ces espaces de la guerre, eh bien, on constate que ce qui continue de polariser le récit, c'est le moment où des combattants au sol se rencontrent avec des risques équivalents. C'est visible statistiquement, c'est visible aussi de manière qualitative. La longueur des reportages, les reportages les plus travaillés sont généralement consacrés à ce type d'action. Et donc, avec une relégation un peu aux périphéries, elle existe bien sûr, mais une relégation malgré tout de toutes les autres formes de combat, et en particulier de ces formes de combat avec des distances beaucoup plus fortes et des espaces-temps beaucoup plus dilués. Ça, c'est la première chose, et en fait, ça s'explique parce que ce qui polarise le récit de la guerre, ça demeure, et on voit qu'on est dans des schémas archaïques, mais en fait qui montrent qu'il y a vraiment une permanence dans cette question du combat et de la guerre. Ce qui polarise la représentation de la guerre, ça reste la mort du combattant, ça reste la mort pour les Français de leurs combattants, et donc ça reste la mort des militaires français. Et de facto, cette mort survient quand il y a précisément contact et distance plus courte, bien davantage que lorsqu'il y a une distance et une très grande dilution de l'espace-temps. Donc ça, c'est le premier point, parce que ça me semble important de se rendre compte qu'il y a un décalage très net dans le récit entre ce que font réellement les trois armées engagées dans leurs articulations complexes sur un champ de bataille et dans plusieurs espaces de la guerre, et la manière dont les opinions publiques peuvent comprendre cette articulation. En fait, on reste dans des modes de représentation finalement qui sont centrés sur le combat, avec contact, avec prise de risque physique et des distances relativement réduites. Si on reste dans cette médiatisation ordinaire des opérations, c'est bien sûr qu'il y a des explications. Alors, il y a cette question de la mort, évidemment, qui est une explication forte, mais c'est bien qu'il y ait une difficulté intrinsèque pour ceux qui sont chargés de communiquer sur ces opérations de guerre, sur ces opérations de combat, à raconter les opérations menées à distance et avec des points de contact extrêmement dilués. Pour des communicants militaires, quand on raconte une guerre à distance, alors on peut prendre par exemple le cas des opérations aériennes, en fait, il y a un premier défi qui est de perpétuellement jouer sur l'ambivalence des moyens qui sont déployés. Communiquer sur une opération aérienne, par exemple, c'est communiquer en assumant la puissance de l'arme qu'on utilise, parce qu'évidemment, cette puissance de l'arme est un argument à déployer pour montrer qu'on met en œuvre des moyens qui peuvent permettre de gagner la guerre. Mais cette puissance de l'arme, elle est ambivalente en termes de représentation, parce qu'une arme puissante qui permet de tuer de manière efficace à distance est aussi une arme qui peut acquérir assez rapidement une assez mauvaise réputation. Et il est vrai, par exemple, que dans le cas de l'arme aérienne, toute l'histoire de bombardement a très rapidement teinté le récit des opérations aériennes de manière négative. La disproportion des moyens technologiques est un risque pour les communicants militaires quand ils racontent cette disproportion. La deuxième ambivalence, elle réside dans le fait qu'il faut toujours montrer que les moyens technologiques que l'on emploie sont des moyens qui sont extrêmement précis, parce que ça fait partie, encore une fois, de la qualité des moyens qu'on met en œuvre. Évidemment qu'il faut communiquer sur cette qualité des moyens mis en œuvre, mais cette précision revendiquée ne doit jamais faire oublier, pour un communicant qui essaye de raconter la guerre et de faire comprendre ce qui se produit sur le champ de bataille, que cette précision n'est pas infaillible. Parce qu'en fait, le communicant ne peut pas laisser de côté l'hypothèse dans laquelle il y aurait effectivement une information erronée, un renseignement défaillant qui ferait que cette précision n'a pas été aussi qualitative qu'on aurait pu le souhaiter. Et il faut continuer d'expliquer à ceux à qui on raconte la guerre qu'il y a ce fameux brouillard de la guerre et que même en utilisant des moyens précis, la guerre comporte toujours le risque que ces moyens soient mis en œuvre dans des circonstances où on aurait préféré les mettre en œuvre de meilleure manière, ou en tout cas avec davantage d'informations. Et puis la troisième ambivalence, elle réside dans le fait qu'il faut pouvoir toujours assumer les conséquences de l'action menée, et que ces moyens de guerre à distance sont effectivement des moyens qui peuvent déchaîner un feu contre un certain nombre d'adversaires, avec effectivement le risque que des civils soient touchés, et il faut pouvoir assumer la puissance de ces moyens mis en œuvre. Donc il y a toujours une ambivalence des moyens mis en œuvre dans la guerre à distance
qui est un vrai défi pour ceux qui doivent raconter la guerre. Le deuxième défi pour ceux qui doivent raconter ces guerres à distance, c'est celui qui consiste dans la désincarnation du récit. La technique, la technologie, elle a quelque chose de fascinant. Elle est visuellement écrasante, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on montre des machines extrêmement efficaces et performantes, il y a quelque chose d'écrasant. Même quand on essaye de raconter autour de ces machines ce que font des humains pour les faire vivre, pour les faire fonctionner, la machine produit un effet d'écrasement visuel qui fait oublier le facteur humain dans leur utilisation. Et ce rôle de la technique, il envahit les écrans, il envahit les images, il envahit les images dans des schémas de représentation qui peuvent être inquiétants pour ceux qui reçoivent ces images, parce que la technologie et la technique, on sait, dans nos sociétés, a toujours eu cette image très ambivalente. Donc il y a une question d'incarnation du récit qui pose problème, puisque dans toute bonne histoire, pardon de le dire aussi froidement, il faut des bons personnages, et la machine est un élément visuel important, mais la machine ne constitue pas en elle-même un bon personnage, précisément, et l'intervenante principale le rappelait, parce que cette machine n'a pas d'émotion. Et un bon personnage, il a des émotions. Un bon personnage, il est fait bien sûr de compétences, d'efficacité, de savoir-faire, mais il est aussi fait de tripes, il est aussi fait de cœur. Et dans les histoires de guerre, les tripes et le cœur jouent un rôle dans la narration de la guerre. Donc c'est le deuxième point qui, je pense, explique que cette question du récit de la guerre à distance demeure une affaire compliquée à mettre en œuvre pour les communicants. Et puis, le troisième point important, je pense, c'est de se rendre compte que dans un certain nombre de nouveaux systèmes d'armes, le fait qu'on relègue complètement l'humain en périphérie, non pas dans le fonctionnement des armes elles-mêmes, hein, mais dans la représentation qu'on peut en faire, demande aussi qu'on fasse émerger de nouveaux archétypes. Ceux qu'on nomme les opérateurs de drones par exemple, ceux qui mènent la guerre dans les champs immatériels et qui donc mènent des guerres notamment dans le domaine cyber, sont aux antipodes, peuvent être, en tout cas, ne le sont pas forcément, mais peuvent être aux antipodes sur le plan par exemple des critères physiques, de leur manière de se tenir, de leur manière de faire, des schémas et des archétypes du combattant que portent nos cultures depuis des siècles, voire depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi face à un champ qui est un champ absolument nouveau et dont les personnages sont des personnages nouveaux. Je vais prendre un exemple clair pour me faire comprendre. Dans la dernière saison du Bureau des légendes, que la plupart des personnes présentes dans ce colloque sans doute ont vu, le combat cyber est mis en scène et on voit bien que d'abord mettre en scène le combat cyber est difficile parce qu'il s'agit de montrer des écrans et montrer des écrans, ça n'est pas très visuel. Mais par ailleurs, les personnages, les héros de ce combat cyber n'ont qu'assez peu à voir sur le plan physique avec ce que sont les héros qui combattent au sol. Il y a assez peu à voir entre le combattant cyber de la dernière saison du Bureau des légendes et un certain nombre de figures que les Français ont pu voir sur leurs écrans, dépeintes sous les traits de héros. Par exemple, le sergent-chef Maxime Blasco, qui est décédé à l'automne dernier au Mali. On est dans des antipodes de représentation, vraiment avec des fossés extrêmement grands. Et donc, il y a aussi cette question de l'émergence de personnages nouveaux qui ne s'inscrivent dans aucune tradition de représentation de la guerre. Donc je crois que voilà, toutes ces données expliquent en partie pourquoi, malgré ces évolutions sur les champs de bataille et dans les espaces de la guerre, eh bien, finalement, les schémas de représentation, les schémas de récit, demeurent finalement encore très centrés précisément sur autre chose que sur la guerre à distance. Je conclurai simplement en posant une question. On voit bien que dans cette guerre à distance, ce qui pose une difficulté, sans doute la difficulté la plus majeure pour ceux qui doivent la raconter, c'est le déséquilibre de risque-prix entre celui qui va mener la guerre et celui qui risque de subir, celui qui va mener le combat et celui qui risque de subir les effets de ce combat. Celui qui va actionner un système d'armes et celui qui va subir les effets de ce système d'armes. Et ce déséquilibre, il y a vraiment une question pour le faire admettre aux opinions publiques. On sait bien qu'on est dans un moment où la question, par exemple, des systèmes d'armes létaux autonomes est problématique, notamment pour cette raison-là. Parce que si les opinions publiques ne l'acceptent pas, leur utilisation demeure problématique. Et se pose la question, du coup, de savoir si pour les faire accepter, on n'est pas obligé d'entrer dans une diabolisation de l'ennemi à outrance, pour faire admettre qu'on utilise ce type de moyens, est-ce qu'il ne faut pas dessiner une figure de l'ennemi extrêmement diabolisée, qui fasse admettre aux opinions publiques que finalement on va utiliser ces moyens. Et si on entre dans ces cycles de diabolisation, alors qu'ils n'ont rien de nouveau là encore, il y a des conflits
anciens dans lesquels on a diabolisé les ennemis, mais on sait que dans les conflits où on diabolise les ennemis, on a beaucoup plus de mal à terminer la guerre et à dire qu'on l'a gagnée, parce qu'on ne discute pas avec le diable, et parce que donc on ne négocie pas avec le diable, et donc on ne met pas fin à l'opération ou à la guerre. Et donc il y a toute cette question aussi derrière, du récit d'une guerre sans fin, qu'on voit aussi apparaître en droit, dans des opérations qui durent, avec ce flou croissant dans les limites entre le temps de guerre et le temps de paix, qui évidemment, en termes de représentation et de récit de la guerre, pose un certain nombre de difficultés pour gagner ou pour tout simplement pouvoir mettre fin aux opérations qui sont menées. Voilà, je vais m'arrêter là pour respecter mon temps de parole. Merci beaucoup, Madame Bénédicte Chéron. Nous allons pouvoir passer maintenant à Monsieur Brière-Ostels. Je me mets là pour une raison très simple, c'est que j'ai besoin de voir mon diaporama et sinon j'étais mal positionné. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs, à la fois pour l'invitation, mais aussi pour la qualité à la fois de ce que j'ai entendu et puis de l'organisation. Donc merci beaucoup de m'avoir associé à cet événement. Alors je crois que c'est là qu'il faut que je pointe. Est-ce que du coup ça marche? Non, je suis trop loin. Non, sinon je pressens, mais ça va être un peu plus compliqué. Essayez peut-être. Merci. Donc, première remarque, juste pour expliquer la façon dont j'ai pris le sujet, un petit peu comme certains intervenants ce matin, je n'étais pas tout à fait sûr d'avoir bien compris comment j'allais circonscrire, comment je devais circonscrire mon sujet, et surtout par rapport au temps initial. Donc, ce que je vous propose, c'est de poser un certain nombre d'éléments qui me paraissent être des éléments importants à la compréhension, mais de reporter en fait plus ou moins le fond dans la partie de discussion. Donc, juste avec le titre, mon premier souci, ça a été finalement de circonscrire le sujet en écartant tous les acteurs locaux dans les guerres par procuration, en ne m'intéressant finalement qu'à ceux qui se déplacent, ceux qui arrivent de l'étranger. Voilà, c'est juste une question matérielle. Ces combattants étrangers, j'ai essayé de les prendre dans deux dimensions. Une dimension transnationale, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, et puis une dimension purement internationale qui est plus évidente, qui est celle évidemment de la guerre par procuration, de la guerre de proxy, hein, si vous préférez. Alors, je reprends les choses un petit peu dans l'ordre. Hop, je vais tout vous faire défiler d'un coup. Pardon, je vais trop vite. Le premier point, c'est la question du vocabulaire. Là aussi, sans rentrer dans les détails, mais je vais détacher trois catégories différentes que habituellement on peut parfois inclure sous le seul vocable de mercenaire et qu'on peut parfois distinguer sous le vocable d'un côté de mercenaire, de l'autre côté de volontaire armé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a trois modalités très matérielles. Une modalité entrepreneuriale, c'est les condottières au XVIe siècle et c'est les SMP aujourd'hui. D'accord, il y a un contrat qui lie les parties. Deuxième cas de figure, c'est de mode de mercenariat intégré. Je vais laisser de côté parce qu'il ne nous intéresse pas ici. Et le troisième cas de figure, donc, c'est avec une dimension idéologique dans l'engagement de ces combattants. Ces modalités, elles ont été énormément pratiquées au temps de la guerre froide, et cette dimension de guerre froide, elle a amené progressivement, à la fin des années 80 et au début des années 90, à un cadrage juridique international, c'est la Convention de l'ONU de 1989, et ensuite à une série de déclinaisons de certains États, pas de tous, mais quand même de beaucoup, de législation nationale sur ce qu'était le mercenariat. Dans ce même moment, vous avez du coup une transformation qui fait que
le modèle entrepreneurial, par rapport aux contraintes juridiques notamment, va s'imposer progressivement par rapport aux autres. Et puis, il y a toute une série d'éléments de sortie de guerre froide que je n'ai pas le temps de développer qui l'expliquent. L'une des premières incarnations, c'est celle que vous avez sous les yeux, avec Executive Outcomes, qui est une des premières très grandes sociétés militaires privées sud-africaines. Là, on ne le voit pas, mais ils sont en Sierra Leone, et donc on est dans une activité qui est, si je peux me permettre cette expression, au cœur du combat. Ce mouvement, que je ne vais pas développer, monte en puissance pendant les années 90 et une forme d'apogée. C'est le moment du début de la guerre en Irak et de l'Afghanistan, avec ce qui est caricaturé ici, le moment entre guillemets Blackwater, où on a focalisé finalement sur les aspects négatifs de cette externalisation, en pointant du doigt des exactions pratiquées par ces soldats et de nouveaux problèmes juridiques que ça faisait apparaître par rapport à ce qu'était leur cadre d'emploi pensé par les États-Unis dans une guerre qui avait pour partie lieu, je vais me circonscrire, à l'Irak. Donc on a une réinterrogation de ce modèle en replaçant, j'allais dire, un peu en arrière-plan, les points positifs ou les points qui avaient amené finalement à faire monter ce modèle en puissance, la question des zéro morts qu'on a évoquée précédemment, mais aussi la question de la réduction, tout simplement, des armées nationales et des coûts qui vont avec, que rendait possible l'externalisation. Ça n'empêche que ça a produit des effets, une nouvelle forme de réflexion sur l'encadrement de ces acteurs, qui est plutôt, parce que là aussi, il y a toute une série de contraintes qui s'exerçaient, qui est plutôt le fait des sociétés elles-mêmes, et notamment des sociétés qui, à ce moment-là, dominent ce jeu d'acteurs, c'est-à-dire des sociétés qui sont essentiellement occidentales, pour ne pas dire essentiellement anglo-saxonnes. Ça amène, j'allais dire, à la fin des années 2000, à deux points qui me paraissent très importants par rapport à ce que je vais dire ensuite, et qui sera sans doute le cœur des discussions si vous avez des questions. Le premier point, c'est ce que vous avez là, c'est-à-dire la production de normes que s'imposent, les chartes éthiques, que s'imposent les acteurs, notamment sous la forme de l'ICOC, qui est un règlement qui a été pensé par des grands acteurs des sociétés militaires privées, ou un autre qui s'appelle le document de Montreux, que vous connaissez sans doute. Le deuxième élément qui se joue dans cette période-là, c'est que ces acteurs, progressivement, sont sortis de l'action offensive, des zones très sensibles, qui sont, pour le coup, les zones de contact des combattants, pour aller vers d'autres fonctions dans la conduite de la guerre. Donc du côté occidental, on a ce moment qui paraissait finalement être un moment d'équilibre. Dans le même temps, vous avez la deuxième forme que j'évoque là aussi relativement rapidement, c'est qu'à côté de ce cadrage sous une forme entrepreneuriale, vous avez une autre branche de combattants qui a une dimension transnationale, c'est-à-dire que ce sont des réseaux qui échappent aux États, qui se construisent autour d'idéologies qui sont des idéologies la plupart du temps transnationales. Bon, évidemment, les idéologies religieuses, si vous pensez à la Syrie, l'État islamique, ce que vous voulez, mais parfois aussi des dimensions politiques transnationales. Le personnage que vous avez en bas à gauche a commencé sa carrière, enfin il a commencé avant, mais un des moments importants de sa carrière, ce sont les guerres d'Yougoslavie dans les années 90, et aujourd'hui il participe à la construction de réseaux d'engagement dans le Donbass. Donc vous avez là quelqu'un qui a une dimension transnationale et qui est français par ailleurs. Les différentes photos que je vous ai mises renvoient à ces dimensions transnationales très contemporaines. Vous avez en bas, justement à côté, cette fois-ci, des gens qui s'engagent du côté kurde. Et là aussi, il y a une question en arrière-plan de guerre sans contact. Ces gens franchissent des frontières. Ça veut dire qu'à un moment, l'ouverture ou la fermeture de ces flux est possible par les États. Et donc, ça veut dire que vous avez un jeu des États autour de circulations qui sont a priori des circulations transnationales, donc qui échappent aux États. Mais elles ne leur échappent pas totalement, en fait. Elles peuvent laisser faire ou elles peuvent être plus proactives.
Exemple que vous connaissez a priori tous, la position de la Turquie par rapport à l'État islamique. Vous avez eu des flux facilités, en tout cas qu'on a laissé faire, que les Turcs ont laissé faire dans la première partie de la guerre syrienne, et puis dans un deuxième temps, durcissement des Occidentaux et notamment de l'OTAN vis-à-vis de leurs partenaires turcs, qui fait que petit à petit, la Turquie a joué le jeu de la fermeture progressive de la frontière. Alors je passe parce que je ne vais pas aller au bout de mon propos sinon, mais cette dimension transnationale, il ne faut pas complètement l'écarter du sujet dans cette guerre par procuration. Alors ça amène à la situation que vous avez aujourd'hui, soit sous la forme du volontariat armé. Alors j'ai enlevé le Donbass, mais pensez que pour le Donbass, cette ouverture, fermeture des frontières, c'est les Russes qui peuvent le faire, d'accord, du côté évidemment séparatiste. Et puis du côté ukrainien, c'est exactement la même chose, évidemment. On peut faciliter ou empêcher cette pénétration de volontaires étrangers. Sur ce slide, cette fois-ci, je rentre dans le tableau, j'allais dire, géopolitique actuel, et je reprends ma version entrepreneuriale du mercenariat. Les Occidentaux se sont construits un système éthique avec une mise à distance des SMP dans la conduite de la guerre. Au contraire, certains États qui n'ont pas, parce que les conditions politiques ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes contraintes vis-à-vis de leur opinion publique, vis-à-vis de la contrainte juridique qu'ils veulent bien s'imposer, vont comprendre la pertinence de l'externalisation et vont utiliser des SMP aujourd'hui en oubliant, j'allais dire, la phase qu'avaient construit les Occidentaux des années 90 aux années 2000, en revenant finalement à des formes de guerre qui leur permettent d'être dans une vraie guerre par procuration, qui sont en fait une forme d'hybridité entre l'utilisation des volontaires internationaux, l'utilisation de sociétés militaires privées avec une vraie vitrine entrepreneuriale, et puis un mercenariat qui est entre les deux, qui est le mercenariat de guerre froide, où il y a une part d'idéologie ou de patriotisme, et en même temps, il y a une structuration qui ressemble vaguement à quelque chose de commercial. Donc je vous ai pris évidemment là aussi quelques exemples pour étayer le propos, mais sans le développer. En haut, vous êtes en Crimée en 2014, et typiquement les petits hommes verts, comme on les a appelés au début, montrent très bien le caractère flou, hybride de ces personnages, qui sont en partie des mercenaires au sens SMP, encore que c'est le groupe Wagner, en partie des mercenaires au sens très classique du terme, et puis en arrière-plan avec une dimension de volontariat international. Tous les États qui s'emparent de cette nouvelle façon d'utiliser des acteurs par procuration sont des États qui cherchent à peser dans un jeu régional. Je ne développe pas la Russie, je pense que c'est relativement évident. Vous avez eu la même chose avec les Émirats arabes unis, au Yémen, etc. L'une des premières tentatives des Émiratis, c'est avec Erik Prince, que vous avez peut-être reconnu à côté, fondateur de Blackwater, qui a d'abord fondé une société qui s'appelait Reflex Responses. Et puis ensuite, les Émiratis ont géré leur propre boutique. Dernier exemple, la société Sadat, très associée là aussi à l'État turc, que vous avez ici en Libye, mais qu'on retrouve sur d'autres espaces. Alors, le plus connu, c'est toujours, celui dont on parle le plus dans les médias, c'est Wagner, mais vous voyez qu'en réalité, vous avez toute une série de déclinaisons. Pour conclure très vite, ce que j'ai essayé simplement d'avancer là, c'est un paysage des différentes modalités utilisées par des États qui ne veulent pas être en contact direct, ou pas tout de suite, et qui reprennent finalement une série de recettes qui datent en partie de la guerre froide, en partie de ce qui s'est fait dans les années 90 et 2000, mais toujours avec l'idée, évidemment, d'être en position de changer le jeu, de changer la règle, en s'engageant le moins possible. Ce ne peut être, et je finirai là-dessus, ça ne peut être que des moyens complémentaires des autres outils qui ont été évoqués dans la table ronde là et qui ont été évoqués ce matin. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour Monsieur Brier-Rossels pour ce très intéressant tour d'horizon des mercenaires. Du coup, nous allons pouvoir passer à notre dernier intervenant, le général Jean-Marc Laurent. Si c'est bon pour vous, mon général. Ah. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Merci surtout de votre invitation qui me donne l'occasion de m'exprimer sur le sujet d'intérêt, réellement. Alors, je vais m'exprimer en nom personnel, même si j'ai un titre ici de général. Je suis, bien entendu, j'en suis fier. Mais je vais surtout m'appuyer sur mon expérience professionnelle et puis aussi mon expérience actuelle comme effectivement responsable d'une chaire qui entend réfléchir sur les questions de conflictualité et entre autres de celles qui vous animent cet après-midi. Alors la question de la guerre sans contact, comme soulignait Philippe Chéron tout à l'heure, et sa résonance politique, opérationnelle et morale n'est pas nouvelle et se pose régulièrement. Elle anime des débats très régulièrement. Ce qui est intéressant, en tant que militaire et combattant, je l'ai été, ce sujet n'est pas vraiment un sujet qui anime les débats entre combattants. C'est surtout un sujet qui anime les rapports du monde militaire avec la société civile, et donc c'est un sujet plutôt de représentation, de communication, un sujet, je dirais, de compréhension de l'environnement guerrier tel qu'il est perçu dans la société civile, mais qui est très souvent différent de la façon dont il est vécu dans la société militaire. Alors, il y a deux façons de concevoir sans contact, le distancement, l'opération. Il y a d'abord une logique technico-opérationnelle. Des exemples ont été cités, vous les avez certainement également revus ce matin, avec le bombardement d'un ennemi adverse, comme la Première Guerre mondiale par exemple, le bombardement stratégique pour la Deuxième Guerre mondiale, l'usage aujourd'hui des drones qui ne sont pas des engins automatiques, mais qui sont pilotés à distance, on y reviendra. Mais on peut se poser aussi la question des canons à longue portée, le canon César par exemple, française, de Bertha dans le passé chez les Allemands. On pourrait aussi évoquer l'usage peut-être demain des lasers, de certaines armes spatiales, etc. etc. Ça, c'est la vision, je dirais, technico-opérationnelle de distancement dans les opérations. Mais et celui qui vient de me précéder m'a démontré également l'intérêt. Il y a le distancement politique, qui lui est moins technico-opérationnel. C'est l'appel au mercenariat, bien entendu, ça vient d'être évoqué. Dans le passé, on a connu l'appel à des groupes terroristes, et pour les passés récents, mais on peut aussi remonter au passé plus ancien, des années 80, avec l'opuscule d'extrême gauche pilotée par l'Union soviétique. Et puis on peut se interroger aussi de la place que prennent certains pays dans des opérations de maintien de la paix, que les pays occidentaux ne veulent pas animer directement, et pour lesquels ils acceptent que des pays souvent non préparés, non armés, totalement nus, je dirais, lorsqu'ils arrivent sur les opérations, et qu'on est d'ailleurs à cette côté, prennent à leur place une forme de proxy, je dirais, d'un autre type, très légalisé, très officialisé, qui n'est pas du mercenariat, mais un peu qui, quelque part, sur la morale, ressemble un petit peu. Alors, permettez-moi d'abord de parler de ce développement de la guerre sans contact, pour vous dire que, j'ai cité 2-3 exemples, ce n'est pas nouveau, il y a toujours eu des actions au contact et des actions plus ou moins à distance. Et la technologie a permis d'éloigner, d'écarter ce contact, mais comme on disait tout à l'heure, dès le Moyen-Âge, il y avait des outils qui permettaient d'agir plus loin que nous. Une flotte, par exemple, une flotte à la mer, est un outil, je dirais, qui permet à un État d'aller agir à distance sans être forcément, sans mettre son pays, sa nation au contact. Cette notion de contact est aussi là de quoi on parle, parce qu'on parle de l'État, de la nation, parce qu'on parle des combattants, des guerriers en contact. Mais bon, pour revenir à une époque plus moderne, on cite souvent la guerre du Golfe un peu comme un jalon de cette nouvelle forme, je dirais, de combat avec une distanciation importante, même si, encore une fois, je l'ai indiqué, des éléments antérieurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant les guerres de décolonisation, mais également pendant la guerre du Vietnam, par exemple, ont montré cet intérêt
parfois d'agir à distance. Dans les années 90, il a été cité la Bosnie. Moi, j'aimerais bien citer le Kosovo. Le Kosovo, qui est une guerre, comme la guerre du Golfe, qui est une guerre très aérienne et qui va consacrer une forme de distance, je dirais, entre le théâtre de combat, tel qu'on l'imagine, je vais y revenir, et l'action des combattants, ici aériens, quelle que soit l'armée d'ailleurs, qui fournit ces combattants. Et puis il y a la guerre d'Afghanistan, du Sahel, qui ont généré du contact, mais qui ont généré aussi une activité souvent masquée, cachée, une activité à distance très importante. Dans le domaine aérien, certes, mais dans le domaine naval aussi. Je rappelle que le bataillon français, par exemple, agissait depuis l'océan Indien, pendant que d'autres agissaient depuis la Californienne ou depuis le Golfe. Et pourtant, tout le monde se réunissait, je dirais, sur un même terrain. Alors, dans l'aérien, en fait, cette notion de contact n'est pas du tout vécue de la même façon que peut-être dans d'autres domaines. Le contact dans l'aérien ne se mesure pas en mètres ou en kilomètres, ce qui a assez peu de sens. Il se mesure en temps. Et pour moi qui étais pilote de combat, je peux me sentir menacé au contact et je peux bien sûr être stressé de cette menace alors que je suis encore à 100 ou 150 km, je dirais, de la menace qui s'occupe ou qui s'intéresse à moi. C'est plutôt une question de sentiment de proximité de la menace, donc une question de temps, très souvent, qui intéresse, je dirais, l'aviateur de manière générale et qui crée cette notion de contact ou de distancement et non pas une notion de distance. Lorsque un pilote de drone agit à distance des milliers de kilomètres avec un de drone américain, ceux qui font la mission, vous savez que le pilotage de drone, c'est généralement en deux séquences, une séquence de décollage-atterrissage et une séquence réalisation de mission, ce ne sont pas les mêmes personnes qui agissent, mais ceux qui font la mission peuvent être à des milliers de kilomètres. Aux États-Unis, ils sont au Nevada, par exemple, pour intervenir sur les terrains. Mais ces gens-là agissent en permanence sur le théâtre. Ils vont même plus au contact que certains militaires qui, soi-disant, eux, sont en contact et rentrent souvent dans la vie des cibles qui leur sont attribuées, peuvent les suivre, les poursuivre pendant des semaines, pendant un mois, voire plus. Ça devient quasiment des intimes avant de devoir, je dirais, les neutraliser. Ce qui explique d'ailleurs que dans l'armée américaine en particulier, malgré l'armée française, on a eu des cas de stress post-traumatique importants chez les pilotes de drone, comme on en a eu dans les forces terrestres, qui étaient justement proches au contact. Donc on est dans cette logique, je dirais, de contact, non-contact, de distancement, qui se mesure surtout par le temps, et qui modifie aussi la notion de théâtre. Et cette conférence me permet d'aborder ce sujet qui est toujours très important, parce que le ressenti, la représentation de ce qu'est un tas d'opérations varie aussi suivant les armées, et c'est lié à cette notion de... Si on prend par exemple le cas de l'Afghanistan, que j'ai particulièrement connu, mais bien sûr d'autres exemples, le Sahel est un très démonstratif également. Le fantassin de l'armée de terre, son théâtre d'opération, caricaturant un petit peu, c'est la vallée de Kapisa, sur Obi, et c'est un lieu assez contraint, assez limité en kilomètres, et pourtant pour lui c'est quelque chose d'assez vaste, parce que patrouiller dans cet environnement, eh bien c'est à la fois, je dirais, dimensionnant, c'est dangereux, et c'est largement suffisant à s'occuper, je dirais, pendant l'opération. Si on prend l'aviateur, on n'est pas du tout dans la même logique. Le théâtre d'opération afghan de l'aviateur, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas la vallée de Surobi, c'est pas l'est de l'Afghanistan, c'est même pas l'Afghanistan. C'est l'ensemble du théâtre qui concourt à l'activité en Afghanistan, ce qui n'est absolument pas la même chose. Ça peut être depuis la mer, je parlais du porte-avions tout à l'heure, ça peut être depuis la terre des pays périphériques, l'Afghanistan, ça peut être depuis le Golfe, des avions décollent depuis le Golfe, je citais tout à l'heure des camarades de Mess Air Force qui décollaient de Californie
pour aller bombarder en Afghanistan et revenir en Californie, etc. etc. Et cet enjeu, cette façon de procéder, ce regard qu'on a sur le théâtre, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Dès la Première Guerre mondiale, les pilotes de chasse partaient, je dirais, d'avant les lignes, allaient au-delà des lignes et revenaient sur un terrain plus pacifique qu'au contact des tranchées à l'époque. D'ailleurs, ils ont souvent été critiqués, ignorés, considérés comme des non-combattants. Je rappelle qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait 10 000 avions de combat et bombardiers et qui sont largement concourus à la victoire de cette guerre bien particulière. C'est également vrai dans la Deuxième Guerre mondiale. Les combattants aviateurs qui partent d'Angleterre eh bien, partent d'un territoire qui a été, certes, pendant la guerre initiale de bombardement des Allemands. Ensuite, c'est un théâtre, je dirais, plutôt pacifique, hein, et ils se font tous les jours en Allemagne de combat. C'est vrai plus récemment dans les guerres d'ex-Yougoslavie, où on partait d'Italie, hein, zone de paix, vers la Bosnie, vers le Kosovo ensuite, etc. C'est également vrai pour la Libye, puisqu'on partait de zones européennes pacifiques. Donc cette notion de théâtre, qui est très liée à la problématique de contact, eh bien, mérite aussi d'être réfléchi. Deuxième point que je voulais aborder, c'est, puisque ça a été évoqué dans le sujet qu'on m'a proposé, c'est le développement du conflit haute intensité et la façon dont le combattant 2.0, c'était décrit dans le document que j'ai reçu, était considéré. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire une différence entre conflit majeur et conflit haute intensité. Pour moi, ce n'est pas la même chose. La guerre froide a été un conflit majeur, mais de faible intensité, finalement. Même si moi, j'étais pilote à l'époque, c'est un exemple intéressant pour ce qui est le contact. Lorsque je me promenais, entre guillemets, le long du rideau de fer avec mon avion et que à l'intérieur, toutes les contre-mesures électroniques s'allumaient parce que j'étais pris en chasse par des systèmes solaires, eh bien, pour moi, c'était aussi stressant, voire beaucoup plus stressant que certaines actions de combat que j'ai conduites sur des théâtres où la maîtrise du ciel était acquise. C'est intéressant de s'en rappeler. Le conflit majeur, c'est ça. Le Kosovo, on est plutôt dans la haute intensité. Pourtant, le Kosovo n'est pas un conflit majeur. Donc, je fais bien une distinction entre les guerres majeures et conflits à haute intensité. Ce qu'on craint aujourd'hui, c'est le mélange des deux. C'est une guerre, un conflit majeur à haute intensité, comme on en a connu 2 fois pendant le siècle dernier. Et ce type de conflit, effectivement, va demander, avec les contingences modernes et technologiques du XXIe siècle, de devoir opérer d'une façon particulière. D'abord, ces conflits majeurs seront caractérisés par la rapidité du développement de la crise. Ces crises, ces conflits majeurs à haute intensité, seront caractérisés par l'élongation. On va ici tourner autour du pot pour citer quelles sont les zones, je dirais, qui pourraient faire l'objet de combats en cas de conflit majeur à haute intensité. En tout cas, c'est des zones extrêmement éloignées d'Europe ou des États-Unis, pour ne citer que le camp occidental. Ces conflits seront très rapides pour une bonne raison, c'est qu'on ne voudra pas aller jusqu'à l'escalade nucléaire. Donc il faudrait que le problème trouve une solution avant même qu'on puisse entrer dans, je dirais, dans l'inévitable, dans le grand soir nucléaire, où tout le monde serait, bien entendu, victime. Donc on sera dans des actions très brèves. Et les actions très brèves ne permettent pas de projeter des forces. On peut projeter de la puissance aérienne, spatiale, cyber, par la voie des mers, on va le voir comme vous voulez, mais la projection de force sera forcément limitée. Éventuellement des actions spéciales, hein, qui peuvent permettre d'avoir du renseignement et d'agir d'une façon particulière, mais pas de façon massive. Ça, c'est très important. Par ailleurs, les pays dont on parle, et vous imaginez desquels il s'agit, ce sont des pays fortement défendus. Ça n'a rien à voir avec l'Afghanistan, ça n'a rien à voir avec le Sahel, avec le Proche, le Levant, etc. Ce sont des pays où on ne rentre pas, où on ne va pas au contact facilement, parce que le contact entraînera inévitablement de fortes attritions humaines, civiles comme d'habitude, malheureusement, mais militaires surtout.
Et nous ne pouvons pas nous permettre, aussi bien sur un plan militaire que sur un plan, je dirais, de l'opinion sociétale, nous ne pouvons pas nous permettre une forte attrition. Ce n'est pas possible. Les peuples ne l'accepteront pas. Dans une première version du document que j'avais eu, on évoquait les conscrits et la fin du service militaire qui est une forme de distancement. Oui, depuis la guerre du Golfe, on n'en voit plus de conscrits au combat. Eh bien, de la même façon, au XXIe siècle, on n'en verra plus des masses importantes de soldats au combat. Donc il y aura toujours des contacts, parce que, in fine, dans la phase, je dirais, peut-être de stabilisation, phase de fin de conflit, il y aura toujours des combats, et des combats qui vont être extrêmement rudes, mais on sera dans une logique qui sera d'une nature différente. Donc le contact des conflits majeurs à haute intensité du futur seront d'une autre nature. Pour ma part, je les vois se dérouler d'une façon, je dirais, où le facteur temps sera majeur, certainement dans le cyber et le spatial dans un premier temps, certainement par les batailles aériennes ou par missiles, je dis aériennes, ce sont des avions, ça peut être aussi des missiles atmosphériques, missiles balistiques, conventionnels, et ensuite, eh bien, il y aura un arrêt de la haute intensité avec éventuellement du contact dans des zones périphériques, un petit peu comme la guerre froide a généré des crises périphériques, que vous connaissez bien, et où là, de nouveau, on pourra retrouver du contact. C'est la façon dont moi je vois les choses. Je me trompe peut-être, et j'espère qu'on n'aura pas l'occasion de vérifier si j'ai raison ou si je me trompe. Mais la notion de contact est une notion qui va inévitablement évoluer face à cette dimension, je dirais, haute intensité, face à cette dimension des systèmes d'armes offensifs et défensifs extrêmement puissants, et face à cette logique du temps qui aujourd'hui est majeure dans les conflits. La guerre du Golfe, le facteur temps, c'était la semaine, c'était le mois, ça dépendait des milieux, bien entendu. On est passé dans les années 90 des facteurs temps qui étaient plutôt du jour et de la semaine. Dans les années 2010, je pense à la guerre de Libye en particulier, mais c'est vrai aussi pour la guerre du Levant actuellement, les échelles de temps varient là aussi sur les milieux. Et dans le milieu aérien, l'heure de temps, c'est quelques secondes ou quelques minutes. On n'est plus du tout dans les mêmes échelles de temps qu'auparavant. Donc ce facteur est important. Dernier point que je voulais évoquer, s'il me reste encore... Excusez-moi, mon général. Excusez-moi, mon général. Vous avez évoqué, c'est un sujet important, la déshumanisation des conflits et l'éthique. Alors, c'est un sujet fondamental. Mon général, excusez-moi. Est-ce que ce serait possible de résumer le dernier point rapidement pour qu'on puisse passer aux questions-réponses, si ça ne vous dérange pas? C'est ce que j'allais faire. Merci. Je ne fais que du résumé depuis le début. La déshumanisation, le mot humanisé, merci d'avoir rappelé ce qu'était la signification de ce mot. Le Larousse dit aussi qu'un des sens de humaniser, c'est de perdre son caractère primitif. Et on peut s'interroger dans le combat au contact, ce qui est primitif et ce qui ne l'est pas. Est-ce que le combat technologique est plus primitif que le combat au contact? Est-ce qu'il est plus éthique? Je vais faire très rapide. Est-ce qu'il est plus éthique de se battre à la baïonnette dans les montagnes de Tassili, ou est-ce qu'il est plus éthique de combattre à distance avec des armes de précision? On peut se poser vraiment la question. Là aussi, c'est des questions que les combattants ne se posent pas. C'est plutôt des questions que la société civile se pose, et peut-être parce qu'il y a ce distancement qui la concerne par rapport à l'action sur le terrain. Pour les combattants, pour les militaires en général, que ce soit ceux qui planifient les opérations et ceux qui les réalisent, qu'est-ce qui est important? Je vais terminer ici. C'est l'effet opérationnel obtenu sur le terrain. C'est ça, quand je dis opérationnel, on va même dire politico-opérationnel. C'est ça l'enjeu. Et cet effet, il est global. Il est bien sûr militaire, au sens de l'action, de la réussite, et non pas de la victoire. La notion de victoire n'a pas de sens, mais de la réussite d'une mission. Mais c'est aussi la réussite médiatique de l'opération. C'est la notion de dégâts collatéraux, c'est la notion d'acceptabilité, c'est la notion, je dirais, de représentation de l'action qu'on a conduite. Et donc, lorsqu'on est dans ce champ-là, que les outils soient des outils technologiques ou non, qu'ils soient à distance ou au contact, qu'ils soient plus ou moins automatisés, a finalement peu d'importance. Ce qui est important, c'est le résultat politico-opérationnel et médiatique, quelque part, de l'action.
Voilà, je m'arrêtais là puisque on me le demande et je répondrai éventuellement à des questions liées à points que j'ai soulevés. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Du coup, nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, je vous propose de commencer par une question concernant l'utilisation des proxys sur le terrain, donc mercenaires ou troupes locales. N'y a-t-il pas un risque de voir certes diminuer les pertes humaines de nos soldats, mais aussi de voir diminuer la qualité de la stratégie adoptée de par une perte de contrôle sur le terrain? Ce qui nous renvoie à la tribune du colonel Le Grillet de 2019, qui commandait alors la Task Force Wagram en Irak, et déplorait la frilosité des armées occidentales à engager leurs soldats, ce qui a conduit à mettre 5 mois aux plus puissantes armées du monde à écraser 2000 combattants de l'État islamique lors de la bataille d'Ajin de septembre 2018 à janvier 2019. Donc pour commencer, je propose l'intervention de Madame Bénédicte Chéron, qui était déjà intervenue sur le sujet sur France Culture en 2019. Madame Chéron, ça... Oh, ça a l'air de bugger. Pardon, j'ai une rupture de son. Est-ce que vous pouvez juste redire la question? Oui, pas de souci. Ça a complètement coupé. Ok, pas de souci, je vous redis la question. Donc, concernant l'utilisation des proxys sur les terrains, mercenaires ou troupes locales, n'y a-t-il pas un risque de voir certes diminuer les pertes humaines de nos soldats, mais aussi de voir diminuer la qualité de la stratégie adoptée, de par une perte de contrôle sur les terrains? Ce qui nous renvoie à la tribune du colonel Le Grillet de 2019, qui commandait alors la Task Force Wagram en Irak, et qui déplorait la frilosité des armées occidentales à engager leurs soldats, ce qui avait conduit à mettre 5 mois aux plus puissantes armées du monde à écraser 2000 combattants de l'État islamique lors de la bataille d'Ajin. Donc je proposais de commencer par vous, puisque vous aviez déjà intervenu sur le sujet sur France Culture en 2019. Alors, pas directement sur les proxys de mémoire, j'essaye de me souvenir de ce que j'avais pu dire à l'époque, mais je pense que c'était bien davantage sur la question de la prise de parole du colonel Le Grillet dans l'espace public et de la place, plus généralement, de la prise de parole des militaires dans les débats qui sont tenus sur les opérations. Alors, il y avait cette question des proxys, en effet, mais dont je ne suis pas du tout, à titre personnel, spécialiste. Et donc, je pense que je m'étais exprimée bien davantage, effectivement, sur la question de la prise de parole d'un officier en fonction dans l'espace public, dans un débat opérationnel. Voilà, étant entendu que se pose la question pour la partie sur laquelle moi je peux répondre, la question qui fait qu'on engage, enfin, une des questions qui se pose évidemment, est toujours celle des opinions publiques et d'un pari que font des autorités publiques politiques sur ce que peuvent ou ne peuvent pas accepter les opinions publiques en termes d'engagement des forces nationales sur un théâtre d'opération. En fait, elle est difficile à évaluer, cette question, et si je parle de pari, c'est à dessein, c'est parce qu'en fait, on est toujours dans l'ordre de la spéculation sur ce que sont prêtes à accepter les opinions publiques dans les opérations en termes de pertes. Et en fait, c'est vraiment, à mon sens, un pari qui peut souvent être perdant ou gagnant en fonction de facteurs qui échappent très largement aux décideurs. Voilà, je m'en tiendrai là sur cette question. Merci beaucoup, Madame Chéron. Du coup, je pense qu'on peut proposer aux autres intervenants de réagir sur cette question. Si Monsieur Bourrier-Rostel, si vous voulez commencer. Oui, peut-être sur la Syrie. En fait, je ne connaissais pas la déclaration en question, mais il y a le problème des opinions publiques, il y a le problème du jeu géopolitique régional ou national. En l'occurrence, on n'était pas en guerre avec les Syriens. S'engager officiellement, de façon beaucoup plus visible et significative, peut-être que sur le plan opérationnel, c'est plus facile. En revanche, sur les conséquences dans le jeu régional, c'était forcément plus compliqué. Donc je pense que ce paramètre-là, il est important. Et puis il y a le deuxième aspect, dans l'externalisation, tout dépend de ce qu'on externalise et qui on externalise. Externaliser à des milices kurdes ou externaliser, alors ça ne se fait plus aujourd'hui, mais comme ça pouvait se faire encore au début de l'Irak, sur des champs très spécialisés à des sociétés militaires privées qui disposent de personnel qui ont été recrutés sur la base de compétences préexistantes, ce n'est pas la même externalisation non plus. Donc dans ce jeu d'utilisation
d'acteurs par procuration, je veux dire, chaque cas est un peu différent et c'est difficile de tirer une conclusion définitive, globale, en fait. Merci, Monsieur Brière-Ostels. Du coup, si Madame de Rochegonde ou Monsieur le Général veulent réagir sur cette question, ou si vous préférez qu'on passe à une question directement de la salle, comme vous préférez. Non, simplement en 2 mots, je pense que... bon, moi, je connais pas du tout ces questions-là, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement la question du contrôle de la force. Parce que, et c'est d'ailleurs le point commun, je pense, aux différentes interventions de cette table ronde, c'est comment on maintient le contrôle sur la force, que ce soit parce que la force est déléguée à des acteurs type mercenaires ou parce que la force est déléguée à des systèmes davantage autonomes. Et je pense que c'est une question intéressante, en tout cas. Voilà. Un agenda de recherche intéressant. Merci. Et mon général, vous voulez répondre sur cette question ou vous préférez qu'on passe à une question de la salle? Je veux simplement dire très rapidement que c'est qu'un aspect de la question, j'en ai bien conscience, que très souvent on fait appel à des sociétés militaires privées ou à des proxys, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité d'agir, qu'il n'y a pas simplement une volonté politique de contourner, je dirais, une difficulté, c'est aussi une capacité d'agir. Lorsque les Américains ont plus de 100 000 soldats en Afghanistan et en même temps ils en ont plus de 100 000 en Irak, eh bien même les États-Unis arrivent à des limites. Et ils sont obligés, s'ils veulent contenir, je dirais, les actions, eh bien, de faire appel à des tiers. Les premiers tiers des grands pays comme les États-Unis, c'est souvent les Européens. Nous sommes les proxys des Américains dans beaucoup de situations. Je me répète. Merci, mon général. Vous voulez réagir? Non, je suis complètement d'accord avec le général dans la photographie actuelle, mais c'est tout l'enjeu du choix de l'externalisation initialement. C'est-à-dire, dans les années 90, c'est le choix de faire décroître les armées, et ça veut dire évidemment que si on multiplie les théâtres d'opération, on n'a plus d'autre choix que d'aller vers l'externalisation. Mais soit on s'engage sur cette voie-là et on accepte effectivement cette contrainte, soit on maintient, ce qui était le cas de la guerre froide et du tout début des années 90, des niveaux de combattants sous uniforme pour pouvoir répondre à la pluralité potentielle des théâtres sur lesquels il faudra aller. Et voilà, c'est 2 voies différentes en fait. D'accord, merci Monsieur Brière-Ostels. Bon, du coup, on va pouvoir commencer aux questions de la salle, si on peut faire passer les micros. Merci beaucoup, rebonjour. Ça tombe plutôt bien parce que c'est pour rebondir du coup sur cette discussion. Vous ne pensez pas que ça pourrait être plus... Enfin, qu'il faudrait peut-être faire plus attention à la distinction entre, d'une part, l'externalisation et de l'autre côté, des phénomènes de satellisation du coup idéologique et de la constitution, par exemple, de milices plutôt affidées. Parce que, d'un côté, je vois très bien le phénomène du coup d'externalisation des armées, mais on est, et d'ailleurs vis-à-vis de la législation française, on n'est pas sur des fonctions de combat. C'est complètement illégal. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est aussi drôle parce que pour notamment les Russes, normalement, ça devrait être illégal aussi. C'est anticonstitutionnel pour eux. Donc, il y aurait d'un côté l'externalisation, qui est plutôt quelque chose de technique, qui est plutôt quelque chose d'auxiliaire en fait des armées. Et puis de l'autre côté, du coup, il y a tous ces phénomènes qui ont pu être qualifiés de guerre hybride. Et là-dessus, moi, j'ai beaucoup plus de doutes pour des pays occidentaux, par exemple. Il y avait l'hypothèse pour le Mali qui était avancée, si je ne me trompe pas, par Michel Goya notamment, qui parlait justement de s'indigéniser beaucoup plus, de créer des unités mixtes. Et là-dessus, il y a quand même des réticences. On parlait dans la première séance des buts locaux. Commencer à se trouver des auxiliaires armés, qu'on arme, qu'on forme, etc., qu'on va faire vraiment, pas des milices, mais, parce qu'on a un état de droit, mais on va dire des groupes loyaux, ça commence à poser des questions de droit, ça commence à poser des questions justement d'imbrication locale, où commencent nos intérêts, où s'arrêtent ceux de nos alliés, comment on fait des compromis. On sait qu'on a pu avoir des problèmes au Mali quand on a commencé à négocier avec des groupes Touareg, avec le gouvernement central malien, ça a créé des premières frictions. Du coup, où commence la logique, où est-ce qu'elle s'arrête? Puis ça demande une connaissance des dynamiques de terrain que parfois on n'a pas.
Et il y a un acteur, par contre, que j'aurais beaucoup... Enfin, je veux votre avis sur la question, c'est l'acteur iranien. Parce que s'il y a un acteur qui a poussé justement la logique d'une satellisation régionale de plein de milices, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen, c'est bien lui. Et ça me pose la question en fait de la définition que vous n'avez pas voulu explorer de la milice intégrée. Parce que du coup, ça m'aurait beaucoup intéressé de voir en gros qu'est-ce qu'elle recouvre, qu'est-ce qu'elle ne recouvre pas. Parce qu'avec le cas iranien, on est sur un tel degré d'inféodéation où, tant d'un point de vue capacitaire, ces milices sont armées par l'Iran, que d'un point de vue opérationnel, celles-ci sont commandées par l'Iran, que l'intégration a l'air complète. Du coup, voilà, c'est mes questions et mes réactions. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas par quel bout prendre votre questionnement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en réalité. Peut-être le plus simple sur l'externalisation. Là aussi, c'est très ambigu, parce que l'externalisation au départ, encore une fois, alors je l'ai dit très vite, mais c'est ce que j'ai essayé de dire, les armées occidentales, elles l'ont fait, y compris pour le cœur du combat. Et c'est progressivement que l'externalisation... Je ne parle pas des Français, hein. Les grands théâtres d'opération des années 90, c'est les opérateurs américains et britanniques. C'est progressivement que cette distinction apparaît plus clairement entre ce que vous appelez externalisation, c'est-à-dire des tâches techniques ou logistiques de support, en gros, et ce que constituent des auxiliaires dans le combat, qu'ils soient privés en l'occurrence, ou qu'ils soient des proxys type milice. Et aujourd'hui, et c'était le point final de mon propos, c'est qu'effectivement, on retrouve l'ensemble de ce spectre de façon très emmêlée, sous je ne vais pas développer parce que ça serait très long, mais sous les guerres hybrides. Donc, c'est compliqué du coup de vous répondre sur la situation actuelle. Pour l'Iran, je vous suis complètement, mais quand on regarde dans le détail, quelles que soient les catégories qu'on construit, on a plein de cas semblables à ce que vous décrivez. Typiquement, la Turquie, quand elle se déploie en Libye, elle s'appuie sur des milices locales. Mais si vous regardez la société militaire privée Sadat, donc là, logiquement, on est dans une forme d'externalisation classique. Qu'est-ce qu'elle a comme personnel? Des gens qu'elle a embauchés qui sont pour partie des Syriens, à qui on a fait des promesses et qui viennent combattre sur un troisième théâtre d'opération. Donc, le modèle de milice intégrée, il peut se décliner selon les situations en plein de configurations différentes. Là où, je ne vais pas prolonger trop mon temps de parole, là où je crois qu'il y a toujours un point commun, c'est qu'effectivement, quelle que soit la configuration, il y a un moment où les agendas des uns et des autres ne s'alignent pas complètement, y compris, à mon avis, dans le système iranien, alors qui est de fait le mieux maîtrisé, j'allais dire, par le haut, mais quand vous regardez ce qui se passe du côté des Houthis, par exemple, bon, ils ont leur propre agenda. Voilà, bon, je pense que j'espère avoir répondu à peu près à votre question. Est-ce qu'un autre intervenant souhaiterait réagir sur cette question? Madame... Non. Est-ce qu'il y aura une autre question dans la salle? Merci beaucoup à l'ensemble des intervenants. Je suis M. Cabré, doctorant à Cergy-Pontoise, et je travaille sur les questions de sécurité intérieure en lien avec... On ne voit pas la question. Pardon? Oui, puis enlevez votre masque si vous voulez. Ce sera... Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, je disais que je suis un doctorant à Cergy-Pontoise et je travaille sur des questions de sécurité intérieure en lien avec le terrorisme en Afrique. Et je voudrais poser rapidement 3 questions. La première question, c'est sur la question même du statut de combattant dans la guerre à distance, parce que le titre on dit le rôle des combattants dans la guerre à distance, peut-être la guerre dite à distance, parce que, à mon avis, nous sommes dans un monde d'ultra proximité
et que les moyens utilisés ont principal objectif de réduire justement cette distance. Il y a une négation même de la distance. Donc il y a une sorte de paradoxe même que de parler de guerre à distance quand il n'y a plus de distance. Et ce que j'aimerais savoir, puisque Madame, il faut que je retienne le nom, Madame Rosron, qui parle de déshumanisation et de déshumanisation des combattants et humanisation des armes. C'est bien cela? Alors, donc, si on a humanisé le robot et déshumanisé le militaire, alors, qui est le combattant dans la guerre à distance? Est-ce que le robot est un combattant? Est-ce qu'on peut s'attendre à une évolution du statut juridique du combattant dans la guerre à distance? Deuxième question concerne le théâtre d'opération. Je pense que c'est le général qui doit répondre à cette question. Sinon, on va peut-être commencer question par question. D'accord. Comme ça, on va laisser, ce sera plus simple. Oui, c'est une question très intéressante. D'abord, j'ai parlé de déshumanisation de la guerre, en fait, plus que du combattant, parce que c'est davantage le risque de déshumanisation de la guerre qui est en jeu. Et sur l'aspect humanisation de la technologie, comme je le disais, il y a une polysémie du mot humanisation. Et en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans le vocabulaire qui est utilisé pour parler de ces technologies, on parle d'intelligence artificielle, on parle de réseaux de neurones, d'apprentissage, tout ça, c'est des termes qui sont vraiment calqués sur en fait, les caractéristiques ou les qualités humaines. Et pour ce qui est du statut juridique du robot, c'est une question qui est très difficile et qui d'ailleurs fait l'objet de controverses scientifiques et juridiques assez poussées parce que justement la question que sous-tend cette question du statut juridique, c'est celle de la responsabilité. Parce que quand tout ça, il faut comprendre que c'est vraiment prospectif, voire futuriste, mais imaginons qu'un robot soit déployé et qu'il commette une exaction. En l'état de l'art actuel, on ne peut pas savoir si la responsabilité incomberait aux développeurs, aux fabricants, au chef militaire, à celui qui a fait les lignes de code. Enfin, c'est pas possible d'établir cette responsabilité pour l'instant. Et c'est pour ça que, en fait, certains juristes ont proposé de doter les robots d'une personnalité morale sur le plan juridique. Alors ça a été extrêmement décrié pour des raisons assez évidentes, typiquement de déshumanisation pour le coup des armes. Mais voilà, en tous les cas, c'est sûr que c'est une question très importante et qui n'est pas encore tranchée en réalité pour le moment. Du coup, vous voulez poser votre deuxième question? Oui. Merci. La deuxième question, en fait, je m'interroge maintenant à l'avenir de la guerre à distance. On sait que c'est un phénomène qui se développe avec la sophistication même de la technologie. De plus en plus, on parle de métaverse. Est-ce que vous pensez que les théâtres d'opération seront dans l'avenir déplacés dans la métaverse? Vous avez entendu, mon général? Oui, j'ai entendu les questions. Je vais répondre. Bon, c'est trois questions très intéressantes. Merci de les poser. Le statut du combattant, c'est quelque chose de très important. C'est la première question. Parce que ça fait effectivement souvent l'objet de réflexion. Il y a deux aspects. Il y a le statut vis-à-vis du conflit humain, donc ça c'est une étude internationale, le rapport durée de résolution du Conseil, de la place de l'homme dans l'action opérationnelle, et qui détermine si c'est un combattant ou non combattant. Je vais prendre quelques raccourcis. Mais il y a aussi, je dirais, le statut, qui est un statut non déclaré souvent, dans son propre pays. Et c'est souvent celui-là qui est le plus important, à savoir cette notion qu'on a souvent voulu installer en France en particulier, cette distinction entre combattants et non combattants. Et ça, c'est très important. Bien sûr, c'est une distinction que les militaires combattent, pour le coup, de façon extrêmement ferme, mais que le politique, l'opinion a toujours voulu remettre sur la table
qui est combattant, qui est non combattant, qui est considéré comme appartenant ou participant à une opération, qui est considéré comme éloigné de l'opération. Et dans les opérations à distance que l'on connaît, on a connu ces dernières années, ces dernières décennies, le problème s'est posé plusieurs fois. Est-ce qu'un pilote, je ne connais rien puisque je présente le domaine ici, est-ce qu'un pilote qui agit depuis sa métropole est un combattant puisque finalement il ne fait que passer sur son théâtre d'opération et il revient chez lui? C'est une question qui s'est posée. J'ai beaucoup de gens qui réfléchissent à ces sujets. Deuxième question, c'est la notion de combattant. Pour moi, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas vraiment de combattant. Enfin, notion de combattant, une notion à prendre avec, je dirais, avec le recul. Hein. Il y a une notion surtout de système de combat. Et dans le système de combat, il y a des hommes et des femmes. Et dans le système de combat, il y a des systèmes techniques, technologiques. Et dans le système de combat, il y a des moyens de commandement et de contrôle de l'ensemble. Le système de combat, c'est trois choses. C'est de l'humain, du matériel et un système qui permet de piloter l'ensemble. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui déshumanisation, eh bien, c'est variation, hein, je dirais la proportion de l'humain par rapport à la machine, etc. Mais le C2, ce qu'on appelle le C2, Command and Control, pilotage des opérations, lui, il n'est pas automatisé. Il y a des outils qui permettent d'aider à la décision, bien entendu, c'est des outils informatiques puissants, mais il n'est pas déshumanisé. Donc il faut être extrêmement prudent. Il n'y a pas de déshumanisation du champ de bataille. C'est un mot qui n'a pas de sens. Il y a une automatisation de certains matériels, tous les domaines, bien entendu. Il y a une automatisation de la planification de la conduite des opérations, c'est vrai, bien entendu, mais l'homme, et le décideur en particulier, reste totalement, je dirais, non pas simplement superviseur du combat, hein, ce qui veut dire qu'il y a une forme de robotisation du champ de bataille, mais il est totalement intégré à la boucle de décision et de conduite de l'opération. Et puis, sur votre dernière question, c'est, j'ai peur de ne pas bien avoir compris, c'est la question de l'avenir de la guerre à distance. C'est ça, vous voulez répéter votre question ou sur le métaverse? Oui, tout à fait, c'est sur l'avenir de la guerre à distance. Et je me demandais si dans l'avenir, les théâtres d'opération pouvaient se virtualiser, par exemple, se déplacer dans la métaverse. Alors, ce que je peux dire à ce stade-là, c'est qu'on est quelque part déjà dans cette logique-là. On est dans une logique d'approche globale des opérations, une approche multidomaine des opérations, dans une approche système de système, hein, aussi bien au niveau des systèmes de combat que des systèmes de gestion des opérations, planification, conduite, commandement, etc. Et on est déjà dans une forme de virtualisation, en utilisant le métaverse, c'est ce que j'imagine que vous souhaitez indiquer, dans une sorte de virtualisation d'un certain nombre d'activités, de tâches, de représentation de combat. C'est pas nouveau, on fait ça depuis déjà très très longtemps. Cette forme de représentation a des équivalents, des miroirs, je dirais. Mais pour autant, et même si on parle aujourd'hui de combat de cloud de combat dans lequel transitent toutes les informations possibles et imaginables, émanant de tous les domaines et de toutes les parties prenantes d'engagement, eh bien, on n'est pas dans une logique, je dirais, de transformation virtuelle de la guerre. Là aussi, hein, le numérique, le digital, sert à augmenter l'homme, à améliorer la capacité opérationnelle, à faciliter la gestion des opérations, mais en aucun cas ne remplace l'homme et la société qui dirigent les opérations. Okay. Merci, mon général. Du coup, Madame de Rochegonde voudrait aussi intervenir sur cette question. Oui, simplement pour ajouter un élément, ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de la lutte informationnelle, tout
toute plateforme, en fait, est susceptible de devenir un espace de conflictualité. Donc, de la même manière que les réseaux sociaux sont devenus un lieu de lutte informationnelle avec des narratifs qui s'affrontent et de la désinformation, des trolls, etc., qui essayent, en fait, d'aider la confrontation plus matérielle, le métaverse, très probablement, sera le terrain d'affrontements similaires. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir sur ce questionnement? Monsieur, non. Madame Chéron? Non. On peut passer à une autre question. On peut passer à une autre question de la salle, si quelqu'un... Adrien? Merci. Alors, Adrien, en master de SID, donc le Visagec. Du coup, je me posais la question de manière générale sur les avancées technologiques que vous avez dites, c'est-à-dire les drones, les armes autonomes. On peut aussi penser à la vision satellitaire et même à la numérisation du champ de bataille, de l'espace de bataille de manière générale, qui est une forme de guerre sans contact dans le sens où finalement ça permet de tisser des réseaux numériques si denses qui permettent de planifier, de conduire les opérations et puis même de surveiller le champ de bataille de manière de plus en plus fine à distance. Et de connaître l'état intime de nos troupes. Je me demandais si finalement cette espèce d'entre-deux, entre distance et terrain, ça ne favoriserait pas l'autoconviction des décideurs militaires de maîtriser finalement le champ de bataille, alors même que finalement, du fait justement de toutes ces avancées technologiques, alors même que finalement ils se coupent un petit peu de ce coup d'œil clausewitzien quelque part qui est déterminant pour le combattant et qui se fait surtout, avant tout, sur le terrain. C'est-à-dire avant tout au contact de l'ennemi, des choses qu'on ne verrait pas forcément par drone ou autre. Donc voilà, est-ce que le risque justement, c'est pas d'avoir cette autoconviction au niveau du chef de corps ou vraiment au niveau opératif, je dirais, de perdre cette vision-là finalement. Un intervenant souhaiterait réagir en premier? Madame Chéron? Je peux réagir, mais je laisse Bénédicte. Allez-y, Madame Chéron. Allez-y, général. Ok. J'ai déjà parlé, je vous laisse la parole, allez-y. Non, simplement, en fait, quand on fait parler les militaires sur cette question, ce qui m'arrive assez souvent dans les trois armées, c'est très intéressant de voir qu'il faudrait vérifier, et je pense que le général pourra apporter ce regard plus global, mais en termes d'entretien et de ressenti, par les militaires eux-mêmes, ils insistent toujours sur le fait que le coup d'œil humain existe toujours dans les moments décisifs. Que c'est le pilote qui, voyant ce qu'il voit, prend la décision de délivrer ou non un armement, un combattant au sol qui serait équipé d'outils numériques lui permettant sur un écran de visionner ce qui se passe autour de lui, eh bien, passera quand même la tête derrière le muret pour jeter un œil malgré tout. Et en fait, alors, du coup, ça demanderait, c'est un travail que j'ai tout juste commencé à faire, des entretiens sur ces questions-là, donc ça demanderait vraiment à être plus élaboré et globalisé. Mais il y a toujours cette insistance chez les militaires. Alors peut-être que ce n'est que du déclaratif et qu'ils ne le font pas vraiment. Il faudrait aussi pouvoir creuser cette question. Mais en tout cas, il y a cette insistance de l'importance de l'œil humain porté sur la réalité des choses, sans interface, sans écran, sans autre forme de captation. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a un moment ou un autre, au moment décisif, c'est l'œil humain qui va capter l'information pour décider. Alors, je pense qu'il y a une petite part d'idéalisation parce que ça n'est pas toujours possible, mais il y a cette idée, en tout cas, de garder le contrôle du regard humain. Je m'arrête là. Merci, Madame Chéron. Mais c'est vrai que les militaires en parlent beaucoup, que ça grâce aux nouvelles technologies et grâce surtout à la précision des appareils technologiques. Il y a une espèce de réhumanisation qui peut se faire via la machine. Et comme le soulignait aussi Madame de Rochegonde, via les drones, on peut voir vraiment les gens presque vivre comme si le pilote presque était près d'eux. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et mon général, vous souhaitez réagir sur cette question? Oui, merci de la parole. En fait, on peut voir la chose de façon totalement différente. La digitalisation du champ de bataille, c'est aussi, et vous venez d'ailleurs de l'évoquer, c'est l'image, c'est la vidéo, c'est la capacité des décideurs de voir, de réaliser, certes à distance et de façon certainement imparfaite, mais de réaliser d'une certaine façon ce qui se passe sur le champ de bataille. Dans le passé, le général Eisenhower en Angleterre, le général de Gaulle d'ailleurs,
les généraux d'autres armées adverses, etc., dans leur bunker, avaient une vision, enfin, une non-vision, je dirais, du champ de bataille. Donc, j'aurais tendance, moi, à dire que plus on digitalise et plus on a accès à l'image, imagerie satellitaire, imagerie, d'ailleurs, l'image au sens très large du terme, pas que l'image au sens visuel, hein, l'image au sens de différents types de capteurs mis en place par les différentes armées, les chefs, les responsables militaires, les responsables civils, hein, vous avez tous en tête l'image de Barack Obama en train de suivre l'action de neutralisation de Osama Ben Laden en direct à la télévision. Les chefs militaires sont dans le bain, d'accord, sont dans le bain. Donc le problème, il est moins de distanciation peut-être que l'inverse, c'est-à-dire une trop grande proximité de certains responsables stratégiques sur le champ de bataille. Je ne vais pas citer des exemples parce que nous sommes une période électorale, mais j'ai connu des opérations où le responsable politique majeur de notre pays était quasiment assis dans l'avion. Et je caricature à peine. Et donc, ça, c'est pas forcément mieux. Mais non seulement les responsables ne sont pas éloignés et n'ont pas une mauvaise représentation, mais j'ai tendance à penser qu'ils ont plutôt une représentation plus précise de ce qui se passe sur le terrain, ajoutée à toutes les formes de renseignement qui peuvent intervenir. Et... Autre particularité, peut-être, c'est que la plupart des chefs militaires d'aujourd'hui ont été, c'est peut-être pas toujours vrai dans le passé, parce que dans le passé, il y avait certaines armées, des formes de castes dirigeantes. Aujourd'hui, tous les chefs militaires ont été des combattants. Un point important à rappeler. Tous les chefs militaires ont été des combattants. Le général de Gaulle lui-même, lorsqu'il prend des décisions à son niveau, il se rappelle qu'il a été lieutenant dans les tranchées, au front. Donc, le chef militaire, c'est quand même aussi, certes avec un décalage d'années, ça se lie à cette guerre, mais c'est aussi un combattant. Il ne devient pas chef militaire comme ça, parachuté à un niveau de commandement élevé, comme on trouve dans d'autres structures industrielles ou administratives. Ça n'existe pas. Donc il y a aussi cette propre expérience qui fait que, malgré une forme de numérisation, eh bien, le chef militaire reste très connecté à la réalité du. Merci mon général. Et juste pour terminer, c'est vrai que c'était un problème de distanciation qui s'est posé dans l'armée. Par exemple, au Kosovo, les pilotes étaient situés en Italie. Et de fait, ils n'avaient pas du tout l'impression, à part quand ils sortaient en mission, d'être en guerre, d'être en situation de guerre. Et par exemple, en Afghanistan, on a mis les bases de pilotes à Kandahar, sur le terrain. Et là, il y avait vraiment plus une sensation, en fréquentant les autres militaires de la mission, il y avait en plus une immersion dans l'opération militaire qui permettait aux pilotes de vraiment sentir qu'ils étaient vraiment engagés dans un conflit. Voilà. Du coup, il y aurait une autre question. Si je peux intervenir sur ce point, parce que j'ai été très concerné et très directement concerné, ce que vous révélez là, c'est la vision que les autres ont. Ce n'est pas la vision des pilotes. Les pilotes, ils savent très bien passer d'une situation, je dirais, une base aérienne en paix, à une situation de conflit. Encore une fois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pilotes américains, britanniques, français partaient d'un terrain pacifié, le Royaume-Uni, au tout début de la guerre, et allaient tous les jours en Allemagne. Il n'y a jamais eu de problématique particulière de représentation et de passage d'un moment à un autre. Mais l'idée que souvent la société se fait, c'est que ce n'est pas possible, que le militaire il est encore au bord de la piscine en Italie, et donc c'est strictement impossible intellectuellement de passer dans un environnement de guerre. C'est faux, c'est faux. C'est une représentation qui est erronée. On n'a jamais eu, en quiconque, à défaut de citer un exemple, on n'a jamais eu de problème particulier de pilotes de la marine, de l'armée de l'air, de l'armée de terre, puisque je rappelle qu'on était les trois concernés, qui ont des problèmes de passage de cette frontière paix-guerre à un moment donné. Ça fait partie de l'entraînement, ça fait partie de la préparation opérationnelle, ça fait partie de l'état militaire, qui est effectivement différent de quand on est en permanence, je dirais, au contact, mais c'est pas un vrai problème, réellement.
Merci mon général, c'est enrichissant de bénéficier justement de l'expérience de quelqu'un qui a vraiment vécu, vraiment eu une expérience de pilote. Du coup, est-ce que quelqu'un dans la salle aurait une autre question? Jules. Désolé, peut-être la prochaine. Donc, bonjour, je vous remercie de vos interventions, plus venant de milieux variés, donc ça permet vraiment d'avoir une opinion différente. Ma question sera à propos des moyens sans contact, vu que le thème est la guerre sans contact, et ma question sera la suivante. Est-ce que la place de sabotage informatique de moyens, par exemple de centrales nucléaires d'un pays ennemi, va de plus en plus de prendre de place dans la doctrine, ou est-ce que c'est quelque chose qui depuis toujours a fait l'objet un peu du jeu du chat et de la souris avec des mesures et des contre-mesures? Un intervenant, Madame de Rojounde. Les deux, hein. C'est sûr qu'il y a toujours eu cette idée du glaive et du bouclier et que donc forcément l'adversaire s'adapte aux évolutions en termes de capacité et de doctrine des forces. Une fois qu'on a dit ça, c'est sûr et certain que plus on a recours à la numérisation, plus on a typiquement des clouds de combat, des systèmes de plus en plus automatisés qui fonctionnent de plus en plus sur des outils informatiques, plus la surface d'attaque en termes de cyberattaque est importante. Et donc, je pense que c'est une réflexion qui existe déjà énormément au ministère des Armées et dans les états-majors, parce que le risque à la fois de piratage et de brouillage, parce qu'on peut aussi brouiller typiquement un drone qui est en train de transmettre des images pour l'intoxiquer, par exemple. C'est un vrai risque posé justement par l'émergence de tous ces outils numériques sur le champ de bataille. Est-ce que quelqu'un d'autre veut interagir, monsieur? Oui, pour aller dans le même sens, mais peut-être avec un peu plus de nuances. Je crois que la question fondamentale, c'est la question de la logistique ou des points d'appui stratégiques qui sont à l'arrière par rapport à l'espace de combat. Et en réalité, des questions de sabotage ou de toucher ce type de points se posent de façon relativement ancienne, mais de façon différente. Et plus la logistique a pris de l'importance, et ça c'est l'époque contemporaine, j'allais dire pour l'essentiel, mais l'époque contemporaine au sens de l'historien, c'est-à-dire de la fin du XVIIIe à nos jours, où on voit les choses. Mais la question des attaques contre les télécommunications, elle existe déjà pendant la Première Guerre mondiale, par exemple. Ou si on veut aller plus loin, la question stratégique de la guerre économique, elle existe au XVIIIe, elle existe avec le blocus continental de Napoléon. Donc après, tout dépend de ce que vous mettez derrière sabotage. Si c'est une action militaire ponctuelle, elle s'est déplacée, j'allais dire, elle se déplace vers le virtuel, mais ça existait sous d'autres formes. Voilà, simplement, l'équilibre, à mon avis, c'est surtout entre l'importance de la logistique par rapport au combat physique. Et ça renvoie à la question du contact, finalement. Merci, monsieur Brouillard-Hostels. Est-ce qu'un dernier intervenant voudrait interagir avant la fin de la table ronde? Si vous voulez, rapidement, la guerre dans le cyber pour les militaires prend trois formes. Une forme de protection, comme de structure, de sécurité informatique, après une forme d'action offensive de l'espace. Peu de pays sont capables, et c'est une dimension qui est assez confidentielle, et qui peut générer une forme de dissuasion, dès lors que, j'ai bien dit une forme, une dissuasion au sens militaire bien entendu, dès lors que c'est manœuvré. Et puis il y a la troisième dimension, s'agissant des opérations, ça correspond à votre question. Eh bien, sachez que de la même façon qu'on fait des plans dans l'aérien, dans le naval, dans le terrestre, aujourd'hui, chaque fois qu'on opère les opérations sur le tableau extérieur, on intègre, je dirais, une dimension cyber, et on gère le cyber de façon à ne pas être vulnérable sur cet aspect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le sabotage. C'est une bonne question parce que
On connaît bien les actions cyber dans le cyber. On connaît moins bien aujourd'hui, enfin, médiatiquement en tout cas, les actions de sabotage physique sur le cyber. C'est par exemple les actions physiques sur les câbles sous-marins. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi les actions potentielles sur les satellites. Je parlais tout à l'heure du système de commandement et contrôle. Il est évident qu'aujourd'hui, si l'adversaire venait à s'en prendre à ces moyens particuliers de transmission de l'ordre, de la décision, des informations de commandement et de conduite des opérations, eh bien, ça affecterait beaucoup nos opérations. Donc c'est une vraie question. Si le sabotage que vous avez utilisé était dans ce sens-là, c'est effectivement un point majeur sur lequel on travaille bien entendu. Voilà. Mais... On est très proactif. Merci beaucoup, mon général. Est-ce que Madame Chéron, est-ce que vous voulez dire une dernière chose avant? D'accord. Bon, du coup, nous allons pouvoir clore cette deuxième table ronde. Merci à l'ensemble de nos 4 participants. Voilà. Du coup, on va pouvoir faire une petite pause d'une 20aine de minutes avant la 3e table ronde.